essayer? Ok. Bonjour. Alors, si vous avez un problème de son, de vidéo, Sarah de Together est là. N'hésitez pas à l'écrire sur le chat, elle viendra vous parler, vous assister si vous avez un problème technique. Sinon, pour la plupart d'entre vous, tout va bien, vous me voyez, vous m'entendez? Ok, ça a l'air d'aller. On va y aller alors, on va commencer. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélissa, je suis conceptrice voyage pour l'agence Terrapérou depuis un peu plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire qui est en fait la 3e partie d'une trilogie de webinaires qu'on a organisé. On a fait un premier webinaire, le Pérou chez l'habitant, le Pérou en famille. Et donc aujourd'hui, on va parler de trek et aventure au Pérou. J'ai mis ici des liens, vous ne pouvez pas cliquer directement ici sur l'écran, mais quand je vous enverrai la présentation après le webinaire, vous pourrez aller sur ce lien pour voir du coup les replays si ça vous intéresse pour ceux qui les ont pas vus. Et sinon, on mettra également en lien à la fin de la présentation pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur l'agence Terrapérou pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'étaient pas là au webinaire précédent. Donc, nous, on est au Pérou depuis 17 ans. Notre cœur de métier, c'est vraiment le sur-mesure, l'expérience. On propose aussi certains départs groupés, en petits groupes, mais on fait essentiellement quand même du sur-mesure. Il y a 12 personnes qui se trouvent dans notre agence à Lima. Et on est membre donc de Terra Group, qui est donc un groupe qui a des agences dans toute l'Amérique du Sud et également maintenant dans le monde entier, en Europe, Australie, Afrique du Sud, Canada. Donc aujourd'hui, on va parler des treks et aventures au Pérou. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel. Alors pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire précédent, désolé, mais pour ceux qui connaissent pas le Pérou, c'est important de faire un petit récapitulatif sur les circuits un peu traditionnels qu'on peut faire au Pérou. Alors donc en général quand on fait un circuit au Pérou, vous allez commencer par Lima, donc découverte de la capitale, de son centre historique, de la gastronomie aussi puisqu'il y a la gastronomie péruvienne est très riche, il y a beaucoup de très bons restaurants à Lima. Ensuite vous partez sur la côte pacifique, donc la découverte de Paracas, ses îles Ballestas, sa réserve. C'est aussi sur la côte pacifique qu'éventuellement on peut faire le survol des lignes de Nazca. On arrive ensuite à la ville blanche Arequipa, très belle ville coloniale avec un centre historique aussi assez important. Vous avez le couvent Santa Catalina qui est à visiter dans cette ville-là, donc c'est aussi un point important. Après, on change totalement de décor et on part vers le Colca. Donc là, c'est des paysages de montagne, de terrasse Inca. On peut aussi voir les condors, c'est aussi magnifique. Ensuite, c'est parti pour la Titicaca, l'emblématique que vous devez tous connaître, enfin en avoir tous entendu parler. Donc là, pareil, on est sur des paysages très différents, donc le lac, et ça va être la première rencontre avec les communautés. Et puis ensuite, on part pour Cusco. Donc là, on rentre vraiment dans le dur sur l'histoire Inca, ville magnifique et très riche au niveau historique. Sa vallée sacrée, donc des paysages montagneux magnifiques, des sites aussi archéologiques emblématiques, et on finit par le Machu Picchu, clou du spectacle. Donc ça se passe essentiellement, tout le monde voit bien mon curseur ici, quand je vous indique sur la carte les endroits, vous voyez bien mon curseur de souris? Ok. Très bien. Donc, vous voyez que ça se passe essentiellement dans le sud du pays pour le circuit classique. J'ai aussi entouré ici la région de Huaraz parce qu'elle ne fait pas partie du circuit classique, mais aujourd'hui, dans la partie un petit peu trek aventure que je vais exposer, ça se passe dans le sud du pays sur ces étapes-là et aussi du côté de Huaraz, puisque Huaraz est vraiment le paradis des trekkers. On va en parler plus précisément après. Donc, c'est aussi une région importante. Alors, pour introduire un petit peu tout ça, d'abord, je voulais savoir si pour vous, le Pérou était un pays d'aventure, si c'est comme ça que vous l'imaginez, et pourquoi? Alors, le Pérou est-il un pays d'aventure pour vous? La Cordillère des Andes, oui, tout à fait.
La Cordillère des Andes, c'est un bon décor de trek et d'aventure. On le verra après. Oui, donc c'est bien un pays d'aventure. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, d'autres choses à imaginer autour du Pérou pour le côté un petit peu aventure? Mythique. Oui, d'accord. Alors, effectivement, c'est un pays d'aventure pour tout le monde. Vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez voir, il faudra allumer votre son et on en parlera ensuite un petit peu plus précisément. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce générique? Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? J'espère que vous avez pu voir la vidéo. Je vois que certaines personnes n'ont pas vu. Est-ce que vous connaissez? Les mystérieuses cités d'or, exactement. Voilà, donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, c'est pas si anecdotique que ça, puisque en effet, le Pérou aujourd'hui est une destination aventure par excellence, c'est pour ça que je suis là. Et c'est notamment sur une tranche d'âge, sur une certaine génération, à côté, grâce aux cités d'or, qui ont quand même bercé les 30, 40 ans, qui aujourd'hui sont en demande de voyage, justement, qui sont nos clients. Et il y a toute une génération à qui on peut demander pourquoi un voyage au Pérou, et qui nous disent « Ah ben moi, ça me fait rêver, les cités d'or, ça a bercé mon enfance. » Et voilà, c'est entre autres pour ça que le Pérou, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment un pays d'aventure. Alors, pas seulement à cause des cités d'or, il y a tout un tas de films, de dessins animés, de livres qui ont été faits autour du Pérou et qui nourrissent justement cet imaginaire-là autour de l'aventure. Donc, les cités d'or, comme on vient de le voir, pour ceux qui connaissent pas quand même, c'est l'histoire de 3 petits explorateurs qui partent à la recherche de cités perdues. Mais on a aussi Indiana Jones, il y a un des volets d'Indiana Jones quand même qui se passe au Pérou. Indiana Jones qui est quand même l'aventurier par excellence, donc pareil, ça nourrit un petit peu cet imaginaire-là. Et comme vous le disiez avant, La Cordillère des Andes, La mort suspendue, c'est un film et un livre. C'est l'histoire de deux alpinistes qui ont été faire une ascension qui ne s'est pas passée comme prévu, c'est une histoire vraie. Et du coup, il y a beaucoup d'autres films encore et livres autour du Pérou, et c'est pour ça qu'il y a tout un imaginaire autour vraiment de l'aventure. Et cette aventure qui se passe dans 3 mondes vraiment grandioses, légendaires, 3 mondes différents, on va dire, un petit peu au Pérou. La partie cité perdue, donc avec le Machu Picchu bien sûr, même si aujourd'hui le Machu Picchu, bon, c'est plus trop une cité perdue puisqu'il est quand même très fréquenté, mais on a des sites archéologiques grandioses ici au Pérou comme Choquequirao par exemple, un site qui est magnifique, aussi grand que le Machu Picchu, et qu'on ne peut voir qu'en marchant 2 jours, donc c'est vraiment, voilà, c'est propice à l'aventure. On a des sites comme Cuelap, des grands sites qui sont beaucoup moins connus et qui sont des très beaux sites. Et puis on découvre aussi encore tous les jours ici au Pérou des nouveaux sites archéologiques. Donc ce côté vraiment magique, mythique des civilisations un cas après un cas, il est vraiment réel. Ensuite, un monde tout à fait différent, le monde de l'Amazonie. Donc là, on est plutôt sur un monde un petit peu hostile, une faune, une flore luxuriante, des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément en Europe, des singes, des caïmans pour les plus chanceux, des anacondas, jaguars. Donc tout ça aussi, ça fait vraiment, c'est vraiment un monde d'aventure. Et pour finir, bien sûr, la Cordillère des Andes, ses sommets, ses glaciers, c'est aussi bien sûr propice à l'aventure. Alors, à qui on va pouvoir justement conseiller ces voyages d'aventure? Alors, les cibles principales, c'est déjà des voyageurs, on va dire, entre 30 et 50 ans, qui ont une bonne forme physique, même si on le propose également à des gens, bien sûr, plus âgés parfois, mais on va dire que le cœur de cible, ça va être cet âge-là. Les familles, parce qu'il faut pas croire que ça va être l'aventure au Pérou, ça va être que des treks, justement, de la Cordillère des Andes. Il y a des choses qui sont plus accessibles, des activités ludiques, sportives, qui peuvent convenir à toute la famille, notamment quand on voyage avec des adolescents, qui veulent pas seulement visiter des sites archéologiques tous les jours. Et les voyages de noces, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de couples qui veulent profiter du Pérou, avoir des beaux hébergements, mais en même temps, faire un peu de sport, du trek, pourquoi pas aller jusqu'au Machu Picchu, justement, à pied. Donc, on a aussi de plus en plus ce public-là qui se développe.
Et bien sûr, bon, il faut savoir que l'aventure au Pérou, ça va pas forcément être un circuit 100% trek sport tous les jours. Ça peut être ça, bien sûr, mais ça va aussi être des petites touches sportives qu'on va ajouter à certains endroits sur un circuit plus classique et donc accessible à plus de personnes. Alors, éventuellement, vos clients vont peut-être vous poser la question, et dans tout ça, la sécurité. C'est loin, c'est le Pérou, est-ce que on peut vraiment faire confiance pour faire justement des choses un petit peu aventure, du rafting, de la tyrolienne, est-ce qu'on peut faire confiance justement aux prestataires là-bas? Alors, c'est pas infondé, puisque c'est vrai qu'au Pérou, il existe des entreprises, enfin des prestataires qui vont pas forcément respecter bien les normes de sécurité. Donc ça c'est un fait, mais vous pouvez les rassurer en disant que justement nous on est ici depuis 17 ans. Ces prestataires-là qui sont pas très fiables, on les connaît, on travaille pas avec eux, on travaille avec vraiment des prestataires de qualité, donc il y a aucun souci là-dessus. Pour les treks, on a aussi des guides qui sont formés, c'est très important, formés à la haute montagne, au mal de l'altitude, c'est-à-dire que dès qu'ils verront un petit symptôme ou quoi que ce soit chez les voyageurs du mal de l'altitude, ils pourront le déceler et ils n'hésiteront pas à faire demi-tour, même si les voyageurs insistent pour continuer, c'est leur rôle à eux de dire non, là ça va pas, il faut arrêter. Certains d'entre eux ont été formés d'ailleurs dans l'Institut Yves Raymond, qui est un institut français justement spécialisé dans ces problèmes d'escalade d'altitude. Donc ça, c'est un point très important pour nous d'avoir des très bons guides. Des équipements de qualité. Donc comme je le disais avant, quand on est sur des choses comme du rafting, de la tyrolienne, bien sûr, c'est important d'avoir des équipements sûrs, et c'est le cas avec nos prestataires. Et on propose aussi une assistance francophone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone. Alors, il faut dire qu'en général, quand les personnes sont en trek ou justement sur des étapes un petit peu sportives, elles sont très encadrées, très entourées avec des accompagnants. Donc, elles vont pas forcément nous appeler à ce moment-là, mais en tout cas, c'est une possibilité, si besoin, pour des voyages sportifs et d'ailleurs pour tous les voyages qu'on propose. Et le maître mot quand même dans tout ça, c'est l'acclimatation. On en parle beaucoup. Donc pour le Pérou, que ce soit pour des circuits classiques, pour tout type de circuit, mais encore plus, bien sûr, quand on va parler de séjours sportifs, de trek. On va jamais envoyer des voyageurs faire un trek dès leur arrivée à Cusco. Il faut vraiment une acclimatation, il faut que le corps s'habitue pour que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait aucun souci. Voilà. Donc on va vraiment aller maintenant sur la présentation plus en détail des treks et ensuite de la partie un peu plus d'aventure. Donc pour les treks, il faut savoir qu'il y a 3 zones principales au Pérou où on va proposer les treks. Donc ici, dans la partie Huaraz, dont je vous parlais tout à l'heure, dans la cordillère Blanche, la cordillère Huayhuash, donc c'est une partie où il y a beaucoup de treks. Arequipa, ici, qui a pas mal de volcans qu'on peut éventuellement monter, grimper, et le Colca, où on peut aussi faire des treks assez intéressants. Et ensuite, la région de Cusco, donc la région de Cusco qui est la région la plus touristique, avec les treks les plus célèbres. Donc c'est là où on va proposer aussi un bon nombre de treks. Il faut savoir que les treks, on peut les proposer en fait pour tous les niveaux. Bon, il faut être un minimum sportif et un minimum marché, être un minimum acclimaté, toujours. Mais on va proposer des treks qui peuvent aller d'une demi-journée jusqu'à 10 jours. Pour le dénivelé, on a des marches qui vont être plutôt faciles, on va être plutôt à plat, voire même en descente, jusqu'à du très fort dénivelé, et on va aller jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Et pour le confort, c'est pareil. On va pouvoir proposer sur certains treks des nuits chez l'habitant, des nuits en campement comme en trek plus classique, ou sur la journée où on va revenir dormir à l'hôtel. Et on a également les treks de luxe, qui sont en général des treks classiques, mais un peu revisités, avec un mélange de marches, de visites. Et là, tous les soirs, c'est pour une clientèle du coup un petit peu VIP, et qui veut se prêter un petit peu au jeu de l'aventure, mais qui a quand même besoin de son confort le soir, rentrer dans un lodge. Du coup, ce sont des treks où voilà, le soir, on rentre et on a tout le confort. Ces treks on les propose entre avril et octobre, puisque c'est la saison sèche dans les Andes. Et en dehors de cette période-là, du coup, c'est moins sûr. On a beaucoup plus de chances d'avoir de la pluie, donc on les propose vraiment sur cette période-là. Alors,
Vous posez peut-être la question de l'organisation d'un trek, comment ça se passe. Alors il faut savoir qu'un trek, c'est quand même une logistique assez importante. On a une équipe, on a pas mal de monde. Alors des porteurs et ou des muletiers, puisque sur certains treks, on n'a pas le droit d'avoir des mules, donc ça va être des porteurs qui vont porter les sacs et tout l'équipement. Un guide, éventuellement un assistant guide si on a un groupe plus important, un cuisinier. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et sur le campement, on n'a pas seulement les tentes pour dormir, il y a les tentes, oui, bien sûr, où on va passer la nuit, mais il y a aussi des tentes toilettes, une tente cuisine, une tente où on va manger. Donc c'est quand même une logistique assez importante. Il faut savoir que les treks, quand on va au centre de Cusco, il y a des agences qui proposent des treks pour quelques centaines de dollars, vraiment pas cher. On va dire qu'on fait pas exactement le même métier. Pour nous, la qualité, le confort, même si on fait un trek, le confort, c'est-à-dire avoir un cuisinier qui va vous faire des bons repas, un plat chaud le soir après une journée difficile, dormir dans une bonne tente bien imperméable. Ça, c'est des points qui sont très importants. C'est pour ça que un trek, c'est quand même onéreux. Et du coup, ces agences qui proposent des treks qui sont vraiment à bas prix, on va pas du tout sur le même type de confort et ni de sécurité d'ailleurs. On est vraiment, on va dire, on propose pas les mêmes prestations. Alors, des exemples de treks mythiques au Pérou. Est-ce que vous connaissez, comme ça, est-ce qu'il y a des treks péruviens que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler? Il y en a certains qui sont un peu plus connus que d'autres. Ouais, le Colca. Santa Cruz. Bon, vous êtes bien calés, dis donc. Tout à fait. Donc, le Colca dans la région à côté d'Arequipa. Santa Cruz, c'est dans la région de Huaraz. Le chemin de l'Inca, qui est indéniablement le plus connu. Effectivement, du coup, vous m'avez cité des treks qui sont dans les 3 régions principales où on peut faire des treks. Donc, je vois que vous connaissez bien le Salcantay. On a les principaux qui sont là. Je vais pas rentrer dans le détail sur tous, ce serait trop long puisque on a beaucoup de treks possibles au Pérou, mais j'en ai choisi quelques-uns que je vais vous détailler là. On va commencer par le chemin de l'Inca, qui est l'un des plus célèbres du monde. Alors c'est une ancienne route de pèlerinage Inca qui menait jusqu'au Machu Picchu. Alors c'était une route qui était très longue et qui venait même d'autres pays, pas seulement au Pérou. Aujourd'hui, elle a été détruite à plusieurs endroits et ce qu'on appelle le trek de l'Inca, c'est vraiment les derniers jours, la fin de la route en fait qui mène jusqu'au Machu Picchu. C'est un trek qui se fait sur 4 jours. Alors c'est le seul trek, c'est pour ça qu'il est aussi emblématique, qui permet d'arriver en marchant par la Porte du Soleil sur le site du Machu Picchu. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment emblématique. C'est un trek qui, si on est un peu sportif, acclimaté, un peu entraîné, est quand même accessible à beaucoup. Il est donc d'une difficulté modérée. On va quand même jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a 5 à 8 heures de marche par jour. Donc c'est toujours pareil, quand on parle de trek, il faut quand même être un minimum motivé pour marcher, avoir l'envie. Ça va pas être quand même facile tous les jours, mais si on a l'envie, qu'on est sportif, qu'on est bien acclimaté, c'est accessible à beaucoup de monde. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un trek qui est très très prisé. Donc il faut le réserver plus de 6 mois à l'avance puisqu'il y a des quotas par jour, donc c'est pas illimité. Donc là par exemple pour le mois d'août il y a quasiment plus de place. Donc pour la saison haute il faut s'y prendre à peu près 7-8 mois à l'avance pour du juillet-août, et sinon même le reste de l'année il faut s'y prendre facilement 5 mois à l'avance. Il y a aussi une déclinaison sur 2 jours, donc qui elle est un petit peu moins prisée, donc on peut s'y prendre un peu plus tard pour la réservation. Mais là, c'est 1 jour de marche et 1 jour de visite du Machu Picchu, donc on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus court. Et pour les voyageurs qui s'y prennent pas 6 mois à l'avance pour réserver donc leur séjour, ce qui est le cas quand même de beaucoup de monde, on sait. Donc on a des alternatives possibles qui sont le trek du Salcantay et du Lares. Le Salcantay, donc vous l'avez cité avant, qui est un trek qui est de plus en plus connu et qui est aussi très beau. Et ces 2 treks-là ne permettent pas d'arriver jusqu'à la Porte du Soleil à pied, mais jusqu'à Aguascalientes, qui est le village au pied du Machu Picchu. Et après, on peut même envisager de monter entre Aguascalientes et le Machu Picchu à pied. Donc, c'est aussi une belle expérience pour les gens qui veulent pas aller au Machu Picchu en train, qui veulent vraiment ce côté trek. S'ils s'y prennent trop tard pour le trek de l'Inca, ce sont aussi 2 treks qui sont vraiment intéressants.
Alors sur le trek de l'Inca, ce qui fait les points forts de ce trek, c'est que tout au long de la route, comme c'est un chemin de pèlerinage, les voyageurs vont voir des sites archéologiques. Donc c'est vraiment, il y en a vraiment très régulièrement, donc c'est assez grandiose et c'est ce qui fait vraiment la différence de trek par rapport à beaucoup de treks qu'on peut avoir finalement au Pérou ou dans le monde. C'est vraiment sa spécificité. Des paysages andins, donc les montagnes magnifiques. Et on a aussi un mélange, c'est ce qui fait aussi l'intérêt avec un écosystème beaucoup plus tropical quand on va arriver donc du côté du Machu Picchu. Et enfin, bien sûr, l'une des nouvelles merveilles du monde qu'on va découvrir donc en arrivant le dernier jour de marche. Donc voilà, c'est assez grandiose. Un autre trek qui est très connu de plus en plus, je l'ai appelé le trek en vogue parce que c'est un trek qu'on vend beaucoup plus depuis un an, on va dire. On nous le demande vraiment beaucoup. Il commence presque à devenir dans les incontournables du Pérou. Et depuis 2 ans, il est assez fréquenté. Alors, ce qui est important, je vois qu'il y en a qui posent des questions. J'ai oublié de le préciser au début. Je répondrai à vos questions à la fin pour que ce soit un petit peu plus fluide. À la fin, du coup, je répondrai à toutes les questions. Du coup, pour ce trek-là, déjà c'est important de savoir que c'est un trek, puisqu'on a beaucoup de voyageurs qui nous disent ah j'aimerais bien voir la montagne colorée. Ils pensent qu'en fait ils vont y aller en voiture et pouvoir descendre pour prendre des photos, mais c'est vraiment un trek et c'est un trek qui est difficile puisqu'il vous amène à plus de 5000 mètres d'altitude. Il y a un fort dénivelé, donc il faut vraiment être préparé. Et si on n'est pas sportif, il vaut mieux pas le tenter. La plupart des agences le proposent aussi sur un jour. Ce que nous on déconseille assez fortement. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous allez sur une journée, vous avez certains jours où il y a plus de 1000 personnes sur le site. Donc moi je l'ai fait assez récemment, j'y suis allée il y a 3 mois. Donc là quand vous arrivez au sommet, vous avez ce paysage-là. Vous avez certes ce paysage-là, mais ça ressemble pas du tout à la photo parce que vous avez autour de vous 400 personnes. Qui sont en train de prendre des photos, des selfies, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est une expérience à la journée qui n'est pas très bonne. Pour les gens qui aiment la montagne et la nature, c'est vraiment pas conseillé. Vous faites quasiment la queue en marchant tellement il y a de monde. Donc nous, ce qu'on propose et ce qu'on conseille très fortement et on propose, et l'expérience est vraiment meilleure, c'est de le proposer sur 2 jours. Alors sur 2 jours, vous avez un vrai trek, donc vous allez profiter pas seulement de la montagne des 7 couleurs, mais des paysages justement des Andes. Vous allez être au milieu des alpagas, des lamas. Vous avez une vue magnifique sur les glaciers, sur les sommets, donc c'est vraiment un joli trek sur 2 jours. Vous dormez à 4500 mètres d'altitude et le lendemain matin, vous vous levez tôt et vous arrivez sur la montagne des 7 couleurs pour avoir cette vue-là avant que le gros feu touristique de Cusco soit arrivé. Donc l'expérience, pour avoir fait les deux, je peux vous le garantir, est incomparable. Donc c'est pour ça qu'on le propose vraiment sur 2 jours. C'est quand même assez difficile puisqu'on dort à 4500 mètres d'altitude et on va jusqu'à plus de 5000 mètres. Mais du coup, sur 2 jours, ça se fait de façon quand même plus progressive. Dernier trek que je vais vous présenter, c'est le trek de Waiwash. Qui est un trek du coup dans la région de Waiwash, de Huaraz pardon, dans la cordillère Waiwash. Donc c'est un trek en fait qui se fait pour la version classique, on va dire sur 8-10 jours, mais il y a une multitude de déclinaisons. Donc on va dire pour le classique sur 8-10 jours, vous imaginez bien que c'est pour des gens qui sont déjà des gros marcheurs qui ont déjà fait des treks. Vous allez quand même jusqu'à 5000 mètres d'altitude, donc c'est assez haut. L'intérêt, c'est que voilà, sur un trek comme ça, vous avez des vues magnifiques sur des sommets autour de vous. C'est assez magnifique. Le niveau est difficile. Donc pour le trek de base 8-10 jours, le niveau est difficile. On peut même aller jusqu'à 13 jours pour ceux qui en veulent encore plus. Et sinon, il y a des déclinaisons de 3 à 7 jours. On propose assez régulièrement le 4 jours, qui est quand même, comme je le disais avant, pour des gens sportifs, motivés, acclimatés, qui est quand même tout à fait accessible. Donc là, les points forts, ça va être ici les lagunes turquoises qui font un peu la spécificité de cette région de Huaraz, qui sont vraiment turquoise magnifiques, la vue sur les glaciers et être entouré par les dizaines de sommets mythiques des 6000 du Pérou. Donc pour les fans de montagne, c'est vraiment un très très beau trek. Alors la partie ascension. Donc les ascensions, c'est
c'est un peu particulier pour nous. C'est quelque chose qu'on pousse moins aujourd'hui qu'on ne le faisait avant. Déjà parce que avec la fonte des neiges, c'est un peu plus dangereux. Donc il faut savoir que on va traiter vraiment les demandes au cas par cas. On va pas les accepter systématiquement. On va à chaque fois contacter notre correspondant sur place, voir si l'ascension est faisable ou pas. Il y a des ascensions qu'on peut faire certaines années et pas d'autres en fonction des conditions. Donc on va toujours voir au cas par cas si on propose ou pas. Et éventuellement on peut décider en dernière minute d'annuler l'ascension s'il y a des problèmes climatiques. Bon, en général les gens qui font ce genre de choses le savent. Donc on va pas les emmener s'il y a des soucis s'ils peuvent avoir des problèmes pendant l'ascension. Par contre, il y a quelques ascensions qu'on peut proposer à peu près tous les ans, qui sont des ascensions qui restent sûres sur la saison entre avril et octobre. Donc c'est l'ascension du Pisco, qui est un très beau mirador en cordillère blanche, donc assez mythique, qui porte le nom du fameux alcool péruvien, parce que justement le Pisco avait apparemment donné un peu de force aux premiers alpinistes qui l'ont monté. Donc ça se fait sur 3 jours, 2 jours d'ascension, une journée de descente. Il n'y a pas de difficulté technique particulière. Comme d'habitude, il faut faire une bonne acclimatation avant d'y aller. Dans la région d'Arequipa, on a le Misti et le Chachani, donc 5008 et 6000 mètres d'altitude. Le Chachani, sa particularité, c'est que c'est un des 6000 les plus accessibles d'Amérique du Sud. Donc pour les voyageurs qui veulent un petit peu relever ce challenge-là, ça peut être intéressant de le proposer. Alors ensuite, je vais donc changer un petit peu de décor et de thématique. Là, on part sur le côté vraiment aventure. Donc là, on n'est plus sur du trek pur et dur. On va être sur quelque chose de beaucoup plus accessible à tous, les familles, comme on le voyait avant. Donc on est sur des choses un petit peu plus soft. Donc les aventures ludiques et sportives, comme je les ai appelées, c'est des choses qu'on peut avoir un petit peu sur toutes les étapes du circuit classique. Donc quelques exemples ici, mais il y en a encore d'autres. Le kayak, par exemple, sur le lac Titicaca. Donc il y a plusieurs options, soit quelque chose de très facile pour les débutants pour aller jusqu'aux îles flottantes d'Ouros. Donc c'est agréable, vous prenez pas le bateau, vous êtes un peu acteur en fait de la visite, vous voyez les pêcheurs autour de vous, les îles, c'est très agréable. Et après on a des excursions qui sont un peu plus difficiles pour des vrais sportifs, où là on va avoir 3-4 heures par jour de kayak pour aller d'une île à l'autre. Donc là c'est vraiment pour ceux qui aiment le kayak et qui sont quand même physiquement prêts. Dans le Colca, on a des magnifiques randonnées à cheval, donc qui peuvent aller soit pour les débutants de 3-4 heures, on peut les proposer sur beaucoup de circuits classiques, soit pour les fans de chevaux d'équitation, c'est des randonnées de plusieurs jours. Donc on travaille avec un prestataire qui est vraiment spécialisé là-dedans et qui traite très bien ses chevaux, ce qui n'est pas le cas partout non plus. Donc c'est vraiment une très belle expérience avec des très beaux décors. Le surf and bike à Lima. Donc j'ai appelé ça un peu Vive ma vie de liménien, puisque Lima c'est un gros spot de surf. Donc aller faire une classe de surf en prenant son vélo pour visiter un petit peu le quartier, c'est vraiment un peu vivre comme un habitant de Lima, un local. Donc c'est aussi assez intéressant. Les classes de surf sont accessibles pour les débutants, mais également pour les plus confirmés. Donc il y a plusieurs niveaux. Et dernier exemple, sur la partie un petit peu aventure ludique, c'est le quad en vallée sacrée. Du coup là on est plus sur du sport mécanique, aventure, pour découvrir en même temps des superbes paysages, la vallée de Maras, des lagunes. Donc là aussi ça peut être très famille. Et en vallée, on a aussi possibilité de faire des visites en VTT, du rafting, du paddle, du cheval également. Petit focus sur une belle excursion en vallée, le Sky Lodge. Donc le Sky Lodge, en fait, vous êtes suspendu dans là vous voyez dans des bulles à fond de montagne. Donc vous dînez, vous dormez là avec cette magnifique vue. Donc c'est pas pour les personnes qui ont le vertige, il vaut mieux éviter. Mais c'est du coup un très bon moment. Donc là on est sur quelque chose de quand même plutôt luxe. Haut de gamme, il y a aussi peu de bulles, donc c'est quelque chose qu'il faut réserver assez en avance. Et pour accéder justement au Sky Lodge, avant on va faire de la Via Ferrata. Donc Via Ferrata, pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'escalade ultra sécurisée. Et le lendemain, on aura la possibilité de faire de la zipline, donc on a de la tyrolienne. Donc on a plusieurs parcours de 150 mètres à 500 mètres. Donc pour ceux qui aiment l'adrénaline, c'est parfait.
Aventure humaine. Alors, c'est vrai qu'en général, les gens qui sont un peu aventuriers, qui aiment bien découvrir un pays, et voilà, partir un petit peu à l'aventure, ils aiment bien aussi, c'est pas systématique, mais souvent, rencontrer les gens, les locaux. Du coup, dans ce volet-là, je vais vous présenter un petit peu un mix entre sport et rencontre justement avec les habitants. Donc, on commence par une randonnée avec Juan. Donc, Juan, c'est un berger qui habite dans le petit village de Chawaitiri, dans la région de Pisac. C'est un village qui est pas du tout visité par les touristes, donc c'est très authentique. Donc là, les voyageurs arrivent, ils partagent un déjeuner dans la communauté. Et ensuite, ils vont sortir les moutons avec Juan, ils les amènent dans les pâturages et puis ils finissent par faire une randonnée, 3 heures de marche aller-retour à peu près, jusqu'à la laguna qu'on voit ici, qui est la lagune de Totorani. Donc magnifique paysage, donc c'est une très belle aventure. Le niveau est modéré, on est sur 3 heures de marche, on a quand même un peu de dénivelé, mais c'est quand même accessible globalement à beaucoup de monde. Et deuxième expérience, la confection de l'adobe dans une communauté. Alors là, c'est vraiment un mélange. Les voyageurs vont partir faire une randonnée en vallée sacrée, donc avec des magnifiques paysages. Donc pareil, des terrasses, des terrasses Inca, les montagnes, c'est vraiment très beau. Et ils vont aussi partager des moments avec les habitants. Donc ils vont les aider un petit peu dans la construction des maisons. Donc il y a un moment, ils vont faire la coupe de paille avec eux pour faire les toits. Ils vont ensuite aller chercher des ingrédients pour faire l'adobe, qui c'est ce que vous voyez ici en bas. C'est ce qui permet de faire les briques qui permettent de construire les maisons. Donc, ils participent avec eux à tout ça. Après, il y a une cérémonie pour célébrer la terre-mère, donc qui est fait justement quand les habitants font l'adobe. Donc, c'est quelque chose de très traditionnel à laquelle ils participent. Après, ils passent une nuit chez l'habitant et le lendemain, ils repartent en randonnée jusqu'à un site archéologique qui s'appelle Ushuaia Cusco. Et de nouveau, on a des paysages sublimes. Donc, ça, c'est aussi c'est sur 2 jours, donc avec 5 heures de marche par jour. Donc, assez accessible aussi. Et c'est une très belle expérience vraiment de partage et c'est très authentique. Donc c'est pour ceux qui sont intéressés par la rencontre avec les habitants et un petit mélange avec randonnée, ça peut être intéressant. Et dernier volet, j'ai appelé ça aventure et immersion parce que là on va vraiment partir en immersion dans des mondes, des décors un peu particuliers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en Europe. Donc pour commencer, c'est immersion en Amazonie. Donc comme on disait avant, c'est vraiment propice à l'aventure avec cette faune, cette flore. C'est assez intéressant. Donc pour l'Amazonie, on peut aller soit du côté de Puerto Maldonado. Donc là, je vous donne 2 exemples de lodges. On travaille avec d'autres lodges bien sûr, mais là c'est 2 exemples particuliers. Donc le Cayman Lodge, qui est un lodge un petit peu roots, mais il permet vraiment une immersion dans la nature puisqu'il est assez retiré. Il est vraiment dans la jungle. Donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Donc voilà, il faut quand même avoir des voyageurs qui sont prêts à ça. Mais on est vraiment dans la nature, on va à la rencontre des animaux, donc c'est assez intéressant. Et le Tambopata Research Center, alors le Tambopata Research Center, il a la particularité d'être dans la réserve donc, de Tambopata, c'est le seul. Donc c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt. Et en plus de ça, il y a une cellule de chercheurs qui réside dans le Tambopata, ce qui fait que les voyageurs peuvent aller avec eux, partager des moments, des découvertes. Et du coup, ça c'est vraiment intéressant pour les voyageurs. On est sur quelque chose là de vraiment haut de gamme, rien à voir avec le Cayman Lodge, on n'est pas sur du roots. Donc là, on est vraiment sur du standing. Donc c'est une très belle expérience. Et sinon, globalement, quand on va dans des lodges en Amazonie, on va partir faire des randonnées la journée, des marches la journée, la nuit pour observer la faune, la flore. On va faire éventuellement de la pêche, des promenades en bateau, en catamaran, on observe les animaux, ce genre d'activité. Et on va dire qu'il faut partir pour un minimum, dans l'idéal, de 4 jours, 3 nuits. On peut le faire sur un peu moins, mais on va dire c'est la bonne durée pour pouvoir vraiment en profiter. Et ensuite, l'autre endroit où on peut profiter de l'Amazonie, c'est Iquitos. Donc là, on a aussi quelques lodges, mais ce que je vais vous présenter, c'est des choses un petit peu différentes. Alors, j'en avais déjà parlé pour ceux qui étaient là, peut-être pour le webinaire chez l'habitant, Wilder. Allez séjourner chez Wilder. Donc là, ça n'a rien à voir avec les lodges que je viens de présenter. Là, on parle même plus de
d'électricité ou d'eau chaude, eau froide, puisque là, il y a simplement même pas l'eau courante. Donc, on est vraiment dans la jungle avec une communauté qui vit là-bas. On vit vraiment comme eux sur plusieurs jours. On va à la pêche, on fait du bateau, on va pareil observer la faune et la flore, mais c'est une expérience très différente, encore plus aventure, bien sûr. Et après, on propose aussi, par exemple, des marches de 7, 10 jours dans la jungle, et notamment, par exemple, une marche qui s'appelle Tambo Matsé, qui permet d'aller voir une communauté qui a un territoire donc dans la région d'Iquitos, qui était très fermé avant et qui commence à s'ouvrir un petit peu petit à petit aux voyageurs et à partager un petit peu avec eux. C'est une expérience très authentique, mais il faut du temps. Et c'est vrai que 10 jours en Amazonie, on ne demande pas tous les jours non plus. C'est dommage. Ensuite, immersion dans un autre monde encore très différent, le désert. Donc, on a beaucoup d'options pour aller découvrir le désert. Moi, je vais vous en présenter une ici. C'est Cerro Blanco. Donc là, on va mixer la découverte du désert, un petit peu de marche et l'adrénaline. Donc, c'est dans la région de Nazca. Donc on va aller monter une dune. Il y a quand même, c'est une montée quand même assez intense. On en a pour au total, on va dire 4 heures et demie de marche environ. On fait 3 heures le premier jour. On va s'arrêter pour camper dans les dunes et avoir une vue magnifique du coup sur les dunes et notamment pour le coucher du soleil. Donc super moment. Le lendemain, on se réveille. On a encore 1h30 de marche pour arriver du coup vraiment au sommet de la dune. Donc on a une vue sublime. Et pour redescendre, ce qu'on a fait finalement en 4h30, on va le faire en quelques minutes puisqu'on va prendre un sandboard et on va descendre 800 mètres comme ça en sandboard en quelques minutes. Donc ça, c'est aussi le côté jouissif d'avoir mis des heures à monter et de descendre ça en quelques minutes. Et donc, pour ceux qui aiment justement les sensations, c'est vraiment sympa. C'est aussi un très bon entraînement finalement pour les treks, puisque ça fait bien marcher les jambes, ouais, de marcher justement dans le sable comme ça. Donc, ça peut être une bonne préparation pour un trek, dans un endroit vraiment très différent en plus des paysages qu'on peut avoir dans les Andes quand on fait un trek classique. Donc, c'est assez intéressant. Alors, pour finir, je dirais donc que le Pérou, c'est un pays à explorer pour les aventuriers et les apprentis aventuriers. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à proposer ce type de séjour à vos voyageurs. Voilà. Donc, j'ai fini de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Je vais revoir du coup les questions qui ont été posées. Alors, sur le site, voit-on des sites archéologiques sur la déclinaison de 2 jours du chemin de l'Inca, donc alors oui, beaucoup moins. On peut pas, au niveau d'expérience, on peut pas comparer le trek 4 jours et le trek 2 jours. Le trek 4 jours, c'est vraiment un trek mythique. Il y a beaucoup de sites archéologiques. C'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que pour des gens qui ont moins le temps, tout simplement, ou pour des familles qui peuvent pas marcher aussi longtemps, ils vont quand même marcher une journée, voir effectivement d'autres sites archéologiques. Donc c'est quand même une belle marche aussi. Mon contact, je vais vous envoyer après cette présentation, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez avoir le lien vers le replay et la présentation, et du coup vous aurez mon contact. Je peux quand même peut-être, si vous voulez, laisser mon adresse mail ici si vous avez une question urgente, mais sinon je vous enverrai un mail et comme ça vous aurez mon contact. Voilà, mon mail ici. Alors, correspondant guide francophone, oui. Alors, nous, on a des guides francophones sur toutes les étapes, donc que ce soit pour un circuit classique ou pour des treks, circuit aventure. Pour les treks, il faut savoir qu'on peut faire appel à des guides francophones, ce sera quand même plus onéreux, puisque on a plusieurs options pour les treks, soit du privatif, soit du regroupé. Quand on est en regroupé, on est avec des guides hispanophones, anglophones. Du coup, forcément, c'est moins cher quand c'est en regroupé. Quand on va être sur du francophone, on va souvent être sur du privatif. Ou si on est sur un regroupé francophone, c'est souvent quand même un petit peu plus cher que quand c'est avec des guides hispanophones, anglophones. Mais on le propose tout à fait. On propose du francophone sur toutes nos étapes. C'est toujours possible. Faites-vous des circuits groupes? Oui, tout à fait. On fait des circuits groupes. On a des départs un petit peu toute l'année. Alors, des circuits groupes,
pas des circuits aventure par contre, puisque l'aventure c'est quand même pas forcément ouvert à tout le monde, donc enfin oui et non, mais on n'a pas des circuits groupes aventure. Mais par contre, on a des circuits groupes. Je pourrais vous envoyer, Clara, du coup, je pourrais vous envoyer notre liste de départ garanti pour 2019 si ça vous intéresse. On a quand même des circuits thématiques, du coup, qui sont surtout autour de la thématique chez l'habitant, où on va avoir les incontournables du Pérou, mais avec quelques nuits, quelques activités avec les habitants, ou de la gastronomie. Connaissez-vous le glacier Pastori? Oui, tout à fait. On peut le proposer. Alors pour nous, c'est pas une des meilleures expériences qu'on peut proposer dans la région de Huaraz. Donc, on va dire que c'est pas forcément ce qu'on va proposer d'emblée. Mais en tout cas, si on a des voyageurs qui veulent le faire, tout à fait. C'est quelque chose, bien sûr, c'est dans les classiques de Huaraz, donc tout à fait. Donc, bien sûr, on peut le proposer. Peut-on intégrer un circuit? En fait, je pourrais directement publier les questions, je crois. Est-ce que vous voyez les questions? Bon, je vais continuer à le dire à l'oral. Peut-on intégrer un circuit groupe basique avec une extension de 3 jours de trek? Absolument, c'est tout à fait possible. On fait un circuit donc en regroupé, donc sur une douzaine de jours. Et plutôt que de prendre à la fin le vol pour aller jusqu'à Lima, ils peuvent par exemple s'arrêter à Cusco et on peut leur proposer de faire un trek autour de Cusco sans aucun problème. Est-il possible de l'intégrer à l'intérieur d'un trek? Le glacier Pastoruri, on parle de ça, hein, oui, Claudia, je crois que c'est la même personne. A priori, dans les treks qu'on propose, je vous dirais que non. Alors après, je connais pas le détail jour par jour de tous les treks, mais je crois pas que les treks qu'on propose passent par le glacier Pastoruri. Mais cela dit, pour rebondir quand même là-dessus, le glacier Pastoruri, c'est un des classiques de Huaraz qui est quand même très fréquenté. Quand vous allez faire un trek dans la région de Huaraz, je vous assure que vous allez voir d'autres glaciers et d'autres paysages qui, à mon avis, valent plus le coup que le glacier Pastoruri. Et ils sont encore plus impressionnants. Et il y a des endroits où vous êtes vraiment seul au monde. C'est aussi, ça vaut aussi la peine. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ah, certaines personnes veulent partir au Pérou. Avez-vous des tarifs agents de voyage? Oui, on a des tarifs agents de voyage. Et d'ailleurs, vous pouvez me contacter, vous avez mon contact, si vous voulez que je vous organise un circuit aventure, n'hésitez pas. Bon, si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas, je vous ai mis mon email dans le chat ici. Je vous enverrai aussi, donc suite webinaire, le replay, cette présentation. Donc vous aurez aussi mon email et vous pourrez me poser vos questions à ce moment-là. Je vous remercie et merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.